Depuis le 10 mars dernier, lors de la détection du premier cas de Covid-19, le gouvernement congolais a mis en place une batterie des mesures pour tant soit peu soit endiguer ou éradiquer cette maladie. C'est parti des confinements, des fermetures des bars, des hôtels, des églises, etc. Il y a même eu cette mesure phare qu'on appelle le couvre-feu qui aujourd'hui a fêté son premier anniversaire. Autant de mesures comme ça qui ont été aussi inacceptables socialement, qui au lieu même de faire adhérer la population congolaise, a suscité beaucoup de méfiance. Quelle stratégie donc que l'État congolais peut mettre en place pour faire adhérer un grand monde en République démocratique du Congo? On en parle dans ce numéro Urgence Santé avec un médecin, auteur et également professeur d'université. Bonjour à vous, monsieur le professeur Faustin Tchenge. Bonjour, monsieur Gaëtan. Alors, j'ai dressé un peu le tableau de la situation actuelle de la maladie à Covid-19. On reste méfiant au niveau de la population, mais le gouvernement cherche à mettre encore plus de mesures pour protéger cette même population qui est méfiante vis-à-vis du gouvernement. Et vous faites partie d'un groupe de chercheurs qui réfléchissez sur comment endiguer la maladie et vous proposez ces solutions au gouvernement congolais. Aujourd'hui, on va parler des stratégies mises en place jusque-là et des stratégies acceptables et applicables. Mais on va parler également de ce livre que vous êtes venu également proposer, dont vous êtes co-auteur. Il n'y a pas que vous seul. Il y a également, je suppose, il y a trois autres personnes qui ont coécrit avec vous. Je citerai peut-être deux personnes, un épidémiologiste, Eric Moukala, et un autre médecin, Vincent de Brouwer. Les livres est préfacé par le professeur Bart Kriel, qui est également rédacteur du livre. Il est médecin et professeur émérite au département de santé publique de l'Institut médical de médecine tropicale d'Anvers. C'est publié aux éditions CIDE. Alors, monsieur le professeur, allons-nous inventer ou réinventer la roue aujourd'hui en République démocratique du Congo lorsque vous dites dans votre livre mise au point d'une stratégie de contrôle applicable au contexte de la RDC? Non, je dois dire tout de suite là qu'il ne s'agit pas de réinventer la roue. La roue a été déjà inventée, mais il s'agit plutôt d'adapter ces différentes mesures qui sont d'application partout dans le monde, mais les adapter au contexte qui est le nôtre. Et que donc, pour répondre à votre question, il n'est nullement question de pouvoir trouver des choses qui sont très spéciales pour la RDC. C'est des choses connues, mais qu'on essaie de discuter et de voir comment ces interventions là-bas peuvent être adaptées au contexte de la République démocratique du Congo. Cela suppose qu'il y a bien un contexte congolais. C'est le contexte lié à la guerre ou le contexte lié peut-être à l'acceptabilité sociale congolaise? Alors le contexte, il est tout à fait général. Il englobe tout cela, mais aussi, je peux dire par exemple, il y a un contexte même sur le plan par exemple démographique. Quand nous essayons de comparer notre pays par rapport aux pays européens, il est évident que notre population est plus jeune. Je peux vous dire que plus de 60% de la population a moins de 25 ans, alors qu'ailleurs, c'est pratiquement le contraire. Donc ça, c'est déjà un autre contexte. C'est-à-dire, lorsqu'on essaie de mettre ce genre de mesures, on doit tenir compte du fait que la population est jeune. Parce que lorsque la population est très âgée, vous l'avez appris certainement à travers les médias, on vous dira que voilà, en Europe, ce sont les personnes de troisième âge qui sont les plus touchées, tout ça. Et donc, voilà un peu, c'est aussi un contexte. Le contexte, il est aussi sur le plan épidémiologique même. Et lorsque vous essayez de regarder, nous sommes dans un pays qui est déjà habitué à d'autres épidémies, notamment l'épidémie d'Ebola, que dans la 11e, je crois, épidémie dont on vient de déclarer la fin il y a quelques jours. Il y a l'épidémie de rougeole, il y a l'épidémie de choléra dans le pays. Donc, c'est des épidémies assez récurrentes, desquelles nous devons tirer des leçons pour justement être à même de pouvoir proposer finalement une stratégie qui soit beaucoup plus contextualisée à la RDC. Alors, j'ai feuilleté votre livre. C'est un livre totalement scientifique, très scientifique, quoique on peut comprendre quelques textes à la fin. Vous parlez de l'origine de la maladie, etc. Les livres destinés à qui principalement d'abord? Alors, pour ce livre, je pense qu'il y a essentiellement trois cibles. La première cible, sans que je les cite par ordre d'importance, c'est les gestionnaires des programmes de santé. Il y en a plein dans notre pays. Vous savez que nous sommes un pays où il y a beaucoup de maladies, comme je viens de le dire, et la plupart des maladies font l'objet de tout un programme de lutte contre cette maladie-là. Et donc, je pense que ces gestionnaires peuvent essayer de prendre ce livre. Quand ils le lisent, ils ont
pratiquement des informations qui leur permettent de pouvoir même aussi adapter leur stratégie de lutte dans d'autres maladies qu'ils sont en train de gérer. Mais c'est aussi une façon de pouvoir mettre sur pied un autre programme de lutte contre la Covid-19, parce que la Covid a commencé il y a maintenant pratiquement 2 ans, mais il n'est pas dit que nous allons arriver à la fin de cette épidémie d'ici là. Donc, il est important qu'au niveau du pays, on puisse penser aussi à mettre un programme de lutte contre la Covid, même si ce n'est pas un programme qui soit à part, mais un programme au niveau du ministère de la Santé. On sait que vraiment, il y a des gens qui se spécialisent dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Mais la deuxième cible, c'est le monde académique. Je pense qu'on venait de le noter, c'est un livre hautement scientifique, il y a des informations qui sont très pertinentes justement pour un enseignant au niveau de l'université de pouvoir transmettre aux étudiants, dans les étudiants de la filière médicale. Ça peut être les facultés de médecine, c'est les écoles infirmières, ainsi de suite. Donc je pense que là, on a un bon matériel de base qui essaie de synthétiser toutes les connaissances actuels sur la Covid et qu'ils peuvent transmettre bien à cette génération d'étudiants. Les étudiants eux-mêmes peuvent s'en servir justement pour pouvoir mieux comprendre c'est quoi la Covid. Et la troisième cible de cet ouvrage, ce sont les décideurs politiques. Je pense que il est important dans notre pays, maintenant plus que jamais, lorsqu'on essaie de prendre des décisions justement pour le bien de la population, que ces décisions soient également informées par les résultats de la recherche scientifique. Et donc ce livre, comme vous l'avez lu certainement, essaie de compiler un certain nombre de connaissances sur la Covid à travers le monde. Et nous, en dégageant la stratégie, nous essayons juste de contextualiser cela au contexte de la République démocratique du Congo. Alors vous dites que parmi les destinataires du livre, il y a également les décideurs politiques. Mais vous n'êtes pas loin de ces décideurs puisque vous faites partie du milieu en conseillant le ministère de la Santé publique notamment. Donc on peut comprendre que c'est vous qui avez suggéré toutes ces mesures que j'ai citées tout à l'heure, qui au lieu de mettre en confiance la population a suscité méfiance. Enfin, il faut dire qu'au début de l'épidémie, moi j'ai fait partie de la commission scientifique qui a, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, et on a fait pas mal de propositions, c'est vrai. Mais alors, qui ont été acceptées, ou soit il y a eu quand même des décisions qui ont été purement politiques. Alors, maintenant, il faut savoir ceci, que la décision qui est prise par l'autorité, je ne dis pas qu'elle doit être basée sur les résultats de la recherche scientifique, mais elle doit être informée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans cette prise de décision, l'autorité a bien d'autres critères qu'elle peut également utiliser justement pour prendre sa décision. Mais il est important que dans cette décision que l'on prend, qu'il y ait une certaine dose d'évidence scientifique. Voilà ce que nous nous proposons. C'est vrai, quand on est dans un débat, on fait la proposition à l'autorité. Bon, voilà, après, l'autorité prend des décisions. Il y a certainement une certaine dose politique dans les décisions qu'on est en train de prendre, c'est clair. Mais moi, je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, avec ce comité scientifique auquel j'ai appartenu pendant un certain temps, on a fait un certain nombre de propositions qui ont été prises en compte justement dans les mesures qui ont été énoncées, notamment par les autorités politiques. Alors à un certain moment, on avait comme l'impression que l'autorité politique faisait du copier-coller en justement yotant ce qui s'est passé en France, en Allemagne et autres, en venant l'appliquer exactement à Kinshasa. C'est pas la raison de ce livre? Exactement. Je pense que c'est l'un des motifs, c'est l'une des raisons qui nous ont poussé justement à pouvoir penser à écrire ce livre. Parce que justement, on avait constaté à un certain moment qu'on était en train de faire du copier-coller et toute la population disait, voilà, comme on a décidé en France aussi, donc si chez nous on va décider la même chose. Non, on a pensé effectivement qu'il fallait finalement essayer de voir toutes ces mesures qui se passent par exemple en France, en Belgique, aux États-Unis, ainsi de suite. Dans quelle mesure nous pouvons les contextualiser, c'est-à-dire qu'elles soient un peu plus spécifiques à notre contexte plutôt que de les prendre de manière tout à fait inappropriée comme ça se fait ailleurs et on copie, on colle et voilà, c'est devenu notre mesure. Exactement, donc je pense que ce livre a également été motivé par ce souci-là. Ok, alors dans quel état vous avez trouvé la littérature? Puisque je dois dire, vous n'êtes pas les premiers à avoir écrit sur la Covid-19 dans le pays. Il y a le livre très connu, bien que moins scientifique que le vôtre, le livre du docteur Mouvoudi, sur 100 questions posées autour de la Covid-19. Est-ce qu'il y a quand même une littérature suffisante pour lui par les Congolais, ou vous êtes inspiré aussi de la littérature étrangère? Nous nous sommes inspirés de la littérature pratiquement internationale et locale, c'est-à-dire congolaise.
Alors, il y a deux types de littérature. Il y a la littérature scientifique, c'est-à-dire celle qui est publiée dans les revues scientifiques. Et là, il y a très peu de Congolais qui, pendant la première année de l'épidémie dans notre pays, ont publié. Il y a peut-être 2 ou 3. Et puis il y a d'autres qui sont... quoi, problème de financement ou très souvent, c'est pas suffisamment des épidémiologistes capables de réfléchir. Tout à fait, je pense que c'est plus lié à un problème de financement, parce que très souvent, quand on fait de la recherche dans le pays, c'est des financements qui viennent de l'extérieur, qui viennent financer nos recherches, et puis voilà, on publie. Et voilà, même pour ce livre là-bas. Et vous, c'est le CIDE, la CIDE, je ne sais pas, mais vous avez reçu le financement du CIDE? Non. CIDE, c'est juste la maison d'édition. Okay. Nous, on a eu quand même un financement dans l'écriture, parce qu'il faut chercher il faut chercher les différents documents de la littérature scientifique dans des bases de données scientifiques, notamment PubMed, Cochrane, ainsi de suite. Alors là, c'est parfois payant, alors il faut payer. Donc, on a eu quand même un financement au début de l'Union européenne et par la suite de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant justement pour arriver à produire le livre. Alors, avant d'avoir lu ce livre, je pensais qu'on n'avait pas d'autres épidémiologistes à part le docteur Mouyembe. Là, je vois qu'il y a quand même des Congolais qui sont médecins spécialisés dans le domaine de maladies tropicales, des épidémies et autres, alors que dans les médias, nous galérons pour vous avoir. J'ai dû faire beaucoup de marches pour vous avoir aujourd'hui, monsieur le professeur. C'est toujours un problème de financement. Pourquoi on ne nous livre pas assez d'informations à travers vous, par exemple, des gens qui conseillent, des gens qui sont des scientifiques? Pourquoi vous ne venez pas vers les médias quand on vous recherche? Alors, je pense cela comme étant une suggestion que vous nous faites. Oui. Et je pense que c'est important, effectivement, que les chercheurs de notre pays puissent également... Je pense que c'est aussi ça qui est très important, parce que ça ne sert à rien de faire de la recherche pour la recherche. Il faut faire de la recherche qui apporte une solution aux problèmes du pays. Et je pense qu'il est important aussi que cette recherche là-bas puisse être vulgarisée, effectivement. Et je pense qu'effectivement, là, il y a peut-être beaucoup de soucis. Et je prends bonne note de votre invitation. Ok, on en vient à la vulgarisation de votre livre, docteur. Quelles sont les stratégies proprement applicables dans le contexte que vous avez ajouté de la RDC? Quelles sont ces stratégies? Alors, avant de répondre peut-être à la question, et je n'ai pas terminé à répondre à la question précédente, en rapport avec la littérature. Je parle de la littérature scientifique, voilà. Mais il y a aussi de la littérature grise, c'est-à-dire celle qui n'est pas publiée. C'est notamment des rapports qui sont élaborés par-ci, par-là. Et là, on a trouvé quand même suffisamment de documents, parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont rédigés au niveau même du ministère de la Santé. Et donc, là, ce sont des documents également qui sont inclus dans ce livre là-bas et dont nous avons retenu aussi peut-être de la substance. Maintenant, pour revenir à la question de voilà, quelle est la stratégie maintenant que nous préconisons. En fait, comme nous l'avons dit dès le départ, on n'essaie pas de réinventer la roue. Alors, nous avons essayé de classifier cette stratégie là-bas en 3 groupes. Il y a les interventions que nous appelons les interventions de promotion de la santé. Et je pense que là-dedans, c'est des interventions qui utilisent essentiellement comme outil, c'est-à-dire la communication pour la santé. Là encore, il y a à boire et à manger. Bien entendu, il y a à boire et à manger. Alors, ce sont des communications qui ne sont pas vraiment spécifiques. Ce n'est pas une stratégie qui est spécifique plutôt pour le Covid, mais c'est une stratégie d'ordre général, c'est-à-dire qui essaie de voir dans quelle mesure on peut améliorer le niveau de vie de la population tout simplement. Parce que l'état de santé de la population est très, très déterminant aussi dans le développement des maladies. Ainsi, par exemple, on dit, voilà, il faut une bonne alimentation. Ça, c'est une stratégie de promotion de santé. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a même le professeur Théophile Bemba qui a écrit, par exemple, un ouvrage justement aussi où il préconise un certain nombre de tisanes. Ça fait pas de l'alimentation, bien sûr, de boissons, tout ça, mais de la tisane locale, tout ça, qui essaie de booster l'immunité. Je pense que c'est des choses comme ça que l'on peut encourager. On vous dit, voilà, dans un repas, vous devez avoir ceci, ceci, cela. Je pense que ça, c'est sur le plan de l'alimentation, parce qu'on sait que l'alimentation, elle est très importante pour développer l'immunité chez un individu. Il y a des stratégies, enfin, ou bien plutôt des interventions telles que on vous dit il faut éviter de boire de l'alcool. Bien, pas vous enivrer, trop boire de l'alcool, c'est-à-dire à un certain niveau qui peut être à la limite acceptable. Je pense que lorsqu'on prend des mesures comme celle-là, c'est pas qu'on est en train de viser la Covid dans ce moment-là. On ne vise pas la Covid. On sait quand quelqu'un boit de l'alcool, la conséquence c'est quoi? Très souvent, il est enivré et quand il s'enivre, la conséquence c'est qu'il ne respecte plus les mesures. C'est un peu comme ça. Alors, ça sont d'une manière générale les interventions de promotion de la santé. Mais il y en a d'autres qui sont des interventions de prévention primaire. Dans les interventions de prévention primaire, je pense que l'intervention phare, c'est la vaccination.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la vaccination, mais je pense qu'on peut monter, on peut descendre. La vaccination reste l'une des mesures les plus importantes si nous voulons vraiment arriver à contrôler l'épidémie dans notre pays. Alors, la vaccination doit s'accompagner d'autres mesures de prévention. C'est notamment qu'on nous recommande le port de masque. Le port de masque, à la limite, il est plus important pour la personne qui est infectée. Quand une personne est infectée, parce que c'est elle qui peut dégager le microbe et le transmettre. Une personne qui ne l'est pas n'a peut-être pas besoin de porter le masque. Mais le grand problème, c'est lequel? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne développent pas la maladie. C'est-à-dire je peux être infecté, donc j'ai le microbe dans mon organisme, je peux donc le transmettre, mais sans que je sois malade. Alors, on ne connaît pas, même tel qu'on est là, est-ce que je suis infecté ou l'autre ne l'est pas? Il est très difficile. Alors le bon sens, tout simplement, veut que tout le monde alors porte le masque. Parce qu'au moins, en ce moment-là, on se protège mutuellement. Donc c'est aussi le lavage des mains, parce qu'il a été démontré que le coronavirus peut se transmettre de manière indirecte aussi. C'est-à-dire, comme on est là, si j'ai le coronavirus, je peux, si je mets mon doigt dans mon nez, j'ai le virus, je suis sur le plateau ici, je le mets là-bas, et après moi, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Comprenez? Alors quand il vient, il va toucher ici, eh bien il peut s'infecter à partir du fait que moi je suis passé par ici. Ce n'est pas par contact direct ou bien par le fait qu'on ait été en contact direct avec cette personne là-bas. Donc à partir de ce moment-là, on se dit non, il est important qu'on puisse vraiment faire la promotion de lavage de mains. Et je pense que ça c'est une des mesures qui était très acceptable par la population, on l'a noté même dans la ville de Kinshasa. Alors vient le troisième groupe d'interventions, c'est ce que nous appelons les interventions de prévention secondaire. Là-dedans, c'est en fait des interventions qui s'adressent aux personnes qui sont en fait déjà malades. Alors, il est important, ce sont des interventions du genre, voilà, lorsque la maladie est encore au début, oui, il faut la diagnostiquer et la traiter, de manière à ce qu'elle ne puisse pas évoluer vers la gravité. Et là, on a, par exemple, le traitement. C'est une intervention, c'est vrai que dans le monde courant, on parle du traitement curatif, mais ça fait partie dans le monde de santé publique de ce que vous appelez une prévention secondaire. Mais il y en a bien d'autres, c'est-à-dire, voilà, quand on a une épidémie, pour qu'elle ne se propage pas, on prend ce genre de mesures. Mais il y a aussi le troisième groupe, c'est les interventions tertiaires. Tertiaire, ok. Tertiaire. Ok, d'accord. Tertiaire, c'est-à-dire que la maladie c'est le quatrième alors? Ça fait 3. Ça fait 3. Oui, oui. Okay. Parce que j'ai groupé pratiquement c'est secondaire avec le traitement curatif ensemble. Alors, dans les interventions de prévention tertiaire, là, on voit justement les interventions qui évitent justement la personne ou bien qui cherchent à réhabiliter la personne lorsque, par exemple, elle a une sorte de séquelle de la maladie. Il faut la rééduquer, par exemple. Par exemple, pour le Covid, on sait par exemple que quand quelqu'un a développé le Covid, dans ses premiers signes qui étaient notés, par exemple, vous perdez l'odorat, vous perdez le goût, tout ça. Docteur, malheureusement, les temps nous a filé entre les doigts, comme je vous avais dit. Alors, tout ce que vous venez de dire, c'est bien représenté dans un tableau, un tableau accessible aussi. Voilà, vous parlez de lavage des mains, niveau de mise en œuvre, individu, théoriquement 100%. Opérationnellement 52% et l'acceptabilité sociale très acceptable. Alors certainement il doit y avoir des légendes aussi pour que les gens comprennent. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. C'était très rapide. Oui, c'était vraiment très rapide. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans vos stratégies? Oui, parce que il y a eu des stratégies depuis le début de la Covid-19. Est-ce que après le livre, l'État peut découvrir des choses nouvelles? C'est la question, oui. Je pense que pour moi, ce que l'État peut découvrir, et je pense que c'est ça le grand message que l'on transmet pour le moment, c'est l'adaptation des stratégies qui sont prônées partout à travers le monde. Elles restent les mêmes, mais il faut vraiment les contextualiser. La culture de programme, c'est pas propre au Congo. Vous avez dit qu'il faut mettre en place un programme comme notamment nous en avons avec la tuberculose, sida et autres. Absolument. Je pense que sans chercher absolument à faire un programme de lutte contre la Covid, ça peut être incorporé dans les programmes qui existent déjà parce qu'il y en a plein. Mais c'est important qu'on puisse vraiment y penser, bien entendu. Je vous remercie, docteur. J'espère que vous reviendrez de temps en temps pour nous éclairer comme ça.
vous ainsi que tous les autres collègues qui sont ici. Bien entendu, chaque fois qu'on aura quelque chose à pouvoir vraiment divulguer, je ne manquerai pas de vous contacter pour qu'on puisse peut-être en parler sur le plateau, bien entendu. Voilà. Merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir suivi cette émission de Urgence Santé. Toutes les questions qui n'ont pas été posées, vous en trouverez certainement des réponses dans ce livre que je vous recommande formellement. Et voilà, merci infiniment pour votre fidélité.